Green and Pepper, c'est le podcast qui nous décomplexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Hello les mamans! Des épisodes ensemble, ça vous dit? La marque Juneo et moi-même avions envie de vous écouter mais aussi de vous conseiller. Pour cela, chaque mois, nous organisons plusieurs sessions en ligne gratuites avec des professionnels de la santé. Aujourd'hui, nous discuterons avec Shabana, spécialiste dans les soins dentaires pour bébés, ainsi que 3 autres mamans. Notre prochaine session sera avec Marie Decor, spécialiste de l'aromathérapie. Vous avez envie de participer ? Rien de plus facile. Écrivez-nous par message privé via notre compte Instagram Juneo Bébé ou Green and Pepper Agency. Belle écoute! Alors c'est parti, bonjour à toutes. Bonjour, voilà. Alors on commence ce webinaire et en même temps j'enregistre pour faire un podcast, donc c'est super. Je suis accompagnée là de Shabana, dentiste et spécialiste pour la dentition pour les enfants et bébés. Et je suis aussi accompagnée de 2 personnes, Laura et, attention, Ryan, c'est ça ? C'est ça, exactement. Bonjour, okay. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, comment va se présenter ce webinaire ? Alors d'abord, on aura une présentation de Shabana. Après, on parlera de la dentition chez les bébés. Donc, tout le monde aura le droit à son temps de parole. Après, on aura le droit au rapport entre la tétine et l'allaitement, les différentes formes de tétine, les premières dents, le brossage des dents pour les bébés, ça c'est important, et comment solliciter les dents lors de la mastication quand on commence la diversification alimentaire. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Oui. Donc Shabana, je te laisse la parole. C'est parti. Voilà. Donc moi c'est Shabana, j'ai 37 ans. Je suis dentiste en région PACA depuis plus de 10 ans. Je suis aussi maman, comme je disais tout à l'heure, de 2 enfants de presque 8 ans et 5 ans. Et puis dans ma pratique quotidienne en tant que dentiste, je suis amenée à soigner des parents, des enfants, des petits-enfants, voire même des bébés. Et surtout, je réponds aussi aux questions des parents concernant leurs enfants. Voilà. Ok, super. Donc, on va commencer d'abord avec le premier thème, la dentition chez les bébés. Raconte-nous un petit peu. Alors, la dentition chez les bébés, il y a beaucoup de... c'est très diversifié. On a en moyenne la première dent qui arrive vers 6 mois. Donc, en général, c'est la première dent qui est l'incisive centrale du bas. Et puis ensuite, on a l'incisive centrale du haut qui arrive quelques mois après. Ensuite, les latérales du bas, les latérales du haut. Donc, en général, c'est plutôt les dents de devant en premier. Ensuite, on va passer sur les molaires de lait. Donc, on dit molaires de lait parce que ça équivaut pas aux molaires des dents d'adultes. Après, ça deviendra des prémolaires. Les premières molaires de lait, en général, c'est toujours en bas que ça commence. Ensuite, on a la première molaire en haut, deuxième molaire en bas, deuxième molaire en haut, et on finit par les canines. Donc, pour les âges, je préfère pas donner d'âge précis parce que c'est vraiment différent en fonction des enfants. Il y a même des bébés qui naissent avec des dents. Il y a des bébés qui ont leur première dent à partir de 1 an. Mais la moyenne, c'est la première dent à 6 mois. Et en général, c'est l'incisive centrale du bas. Voilà. On peut même avoir des dents, ce qu'on dit des dents surnuméraires. On peut avoir des dents de lait en plus. Voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut avoir des dents qui ont des formes un petit peu particulières. Mais voilà. En moyenne, on a 20 dents de lait qui vont s'échelonner de 6 mois jusqu'à 3 ans pour les poussées dentaires. Voilà. D'accord. C'est bien que tu dis qu'ils ont 20 dents de lait parce que moi j'avais l'impression qu'il y en avait genre 54 tellement c'était une éternité. Mais quand se termine, c'est poussé dentaire. Donc quelquefois tu vas avoir des enfants qui vont en faire pousser 4-5 sur 2 mois. Et puis après, plus rien pendant plusieurs mois. Et au contraire, comme tu disais, il y a des enfants, tu as l'impression qu'il y a une dent qui arrive tout le temps, quoi. Il y a toujours une dent qui arrive. Parce que c'est très différent en fonction des enfants. Voilà. D'accord. Alors moi, là, j'ai une question. Tout le monde peut intervenir, mais moi, j'ai beaucoup de questions. En fait. Moi, au départ, c'est vrai que j'étais impressionnée parce que les 2 dents, c'était effectivement ces 2 premières, elles étaient un peu en retrait comme ça. Et c'est mon ostéopathe qui m'a dit, voilà, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci.
Voilà. Alors, l'axe de sortie des dents, il n'y a vraiment aucun souci. Déjà parce que ça ne veut pas dire que si elle sort un petit peu tournée, elle va être tournée tout le temps, hein. Elle va avoir un axe de sortie et au fur et à mesure de la croissance de la mâchoire, au fur et à mesure de la croissance osseuse, la dent, elle va se redresser, hein. Par les forces musculaires en général, avec la force de la lèvre, avec la force de la langue, avec les tensions musculaires qu'il y a autour, en général, la dent, elle va se redresser. Et même si elle reste dans un axe qui n'est pas un axe totalement droit, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, d'accord. Alors après, hop, on a une question. Oui. C'est Ryan. J'ai une question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une hérédité dans la dentition? C'est-à-dire, entre guillemets, si le papa ou la maman, étant plus jeune, avaient on va dire des problèmes de dentition, d'alignement ou peut-être des prédispositions à avoir plus de caries, est-ce que du coup, il y a une hérédité pour les enfants? Alors, question hérédité, ça va surtout être sur ce qu'on appelle les agénésies, c'est-à-dire les dents manquantes, les dents qui n'existent pas. Par exemple, si chez l'un des deux parents, on a une absence d'une canine, une absence d'une incisive latérale, ça peut très bien se reproduire effectivement chez l'enfant. Ensuite, niveau alignement, eh ben, l'enfant, c'est le produit du papa et de la maman. Donc, on peut avoir par exemple la taille des dents du papa, on va dire, des dents larges, et la taille des mâchoires de la maman, des mâchoires un petit peu plus petites. Et dans ce cas-là, effectivement, on aura un encombrement dentaire. Donc, c'est vrai que la génétique y fait, hein, sur l'alignement des dents, sur la taille des dents, sur le positionnement des dents, et sur la croissance des mâchoires. Donc, on peut avoir aussi un phénomène d'hérédité à ce niveau-là. Concernant le risque carieux, déjà ça va me permettre de parler d'autre chose, c'est-à-dire pas d'échange, pas de par exemple la tétine qui va dans la bouche de la maman ou du papa et qui va après dans la bouche du bébé. On est tous avec des bactéries qui ont un potentiel, on va dire positif ou négatif. C'est bien de pas aller donner ces bactéries à ses enfants. Alors, je suis pas non plus une extrémiste à ce niveau-là, hein. Je veux dire, l'enfant, il va venir téter le sein de la maman, il va y avoir des échanges avec la maman, mais on évite d'aller mettre quelque chose qu'on a mis dans sa bouche, dans la bouche du bébé, pour justement ne pas lui transmettre aussi ces bactéries. Des bactéries qui sont pas là à la naissance, mais des bactéries qu'on va nous-mêmes aller transmettre à l'enfant en mettant des choses dans sa bouche à soi et en mettant après dans la bouche de l'enfant. Le risque carieux après, ça va aussi être en fonction du nettoyage. Donc ça aussi, on va en parler tout à l'heure, d'apprendre au bébé, de lui donner l'habitude de toujours nettoyer ses dents. C'est vrai qu'on entend souvent des personnes dire moi j'ai eu beaucoup de caries quand j'étais petite, donc mon enfant a beaucoup de caries aussi. Ça, c'est moins vrai. On a un potentiel effectivement au niveau des défenses immunitaires pour pouvoir se défendre contre les bactéries qui vont créer des caries. Mais le premier facteur pour les caries, c'est vraiment le facteur nettoyage. À partir du moment où on nettoie, à partir du moment où on va débarrasser la surface dentaire des débris alimentaires et des bactéries, normalement, le risque carieux, on est à peu près tous égaux. D'accord, voilà. ok. Super. Merci pour la réponse. Ouais. Après, moi, je sais qu'elle avait aussi des petites taches blanches. Oui. Alors, ça peut arriver. Il y a plusieurs possibilités pour ça. Soit ce sont des cicatrices de coups. Alors, soit il y a eu des coups sur les dents et puis du coup, on a une petite cicatrice, une petite tache blanche. Ça peut exister sur les dents de lait, sur les dents définitives. Sur les dents définitives, justement, quand il y a eu des coups, des chutes, que la dent de lait est un peu rentrée dans la mâchoire, ça peut avoir impacté le germe de la dent définitive. Et quand la dent définitive va sortir, on va avoir un petit white spot, un petit point blanc sur la dent. À l'époque où on donnait beaucoup de fluor par différentes voies aux enfants aussi, hein, que c'était en apport avec des gouttes, il y en avait dans l'eau de consommation, dans le sel. Des excès de fluor, quelquefois, c'était plus néfaste que pas de fluor du tout, hein. Donc ça pouvait faire des petites taches blanches ou des petites taches marron, des petites taches jaunes à la sortie des dents définitives. Voilà. Ensuite, après, c'est la qualité de l'émail, hein. Quelquefois, on a un émail qui est normalement qui est un peu translucide et à certains endroits qui va être opaque. Alors, c'est pas parce qu'on a ça sur les dents de lait qu'on va avoir aussi des taches blanches sur les dents définitives. Les dents de lait, elles sont différentes. En général, elles sont plus globuleuses, plus blanches. Elles ont un émail qui est un petit peu plus fragile. Alors que la dent définitive, on a l'impression quand on met une dent de lait, une dent définitive à côté, que la dent définitive elle est beaucoup plus jaune. Mais c'est parce qu'on n'a pas du tout la même qualité d'émail. Voilà. Ok. Et des dents qui les font extrêmement souffrir, les deux petites pointues là, ou les dents du fond. Tu veux dire, est-ce qu'il y a des dents qui font plus souffrir que les autres quand elles poussent? Ouais.
Alors, bien évidemment, quand tu vas avoir une molaire, elle est plus large, donc elle va avoir plus de surface à sortir, donc ça va créer une inflammation un petit peu plus importante. Ok, Voilà. d'accord. En général, on voit une petite boursouflure, ça peut être un petit kyste bleuté, ça peut être directement, tu vois, les pointes de la dent. Alors, les incisives, quand elles sortent, elles ont 3 lobes, hein, ça c'est normal. Pas s'inquiéter, il y a des personnes qui se posent la question, est-ce qu'elles sont cassées, est-ce qu'elles sont abîmées? Non. Les incisives, quand elles sortent, elles ont toujours 3 lobes. Et au fur et à mesure, après, ces lobes, ils s'usent. Et c'est pour ça qu'on a des incisives qui sont rectilignes. Mais donc, tu peux voir les petites piques des lobes, tu peux voir les petites piques des molaires sortir en premier. Ça peut faire aussi un gonflement un petit peu plus jaune, un peu plus rouge, en fonction de l'inflammation de la gencive. Voilà. Ok, d'accord. Les autres mamans, vous avez des questions? Non? Ok, parfait. Eh bien, on continue. Pardon, j'avais une question, excusez-moi. Du coup, lors de la poussée dentaire, Oui. bon, j'occupe un peu la partie pleurs, etc., etc. Mais une fois que ça a poussé, Oui. en tout cas pour mon cas, mon fils, du coup, mordit beaucoup, beaucoup, beaucoup encore. Oui. Et enfin, je suppose que c'est normal, mais est-ce que je dois contribuer? Est-ce que moi, derrière, je mets une crème ou je dois appuyer un peu sur les autres gencives, enfin, sur les gencives du haut, puisque là, on est que avec les dents du bas qui vont pousser. Oui. Est-ce que moi, je dois effectuer quelque chose en plus pour le soulager? Enfin, surtout qu'il me mord beaucoup la main. Oui, alors c'est normal qu'il veuille mordre, déjà aussi pour soulager certainement les dents du haut qui vont pousser. Donc oui, on peut l'aider. Alors les gels qu'on trouve en pharmacie sont des gels qui sont anesthésiants, c'est-à-dire que c'est fait pour justement calmer la douleur. Bon, pas trop en abuser puisque en général le bébé a tendance à en avaler. Donc après, ça peut anesthésier un petit peu au niveau de la gorge et donc attention aux fausses routes, hein. Donc bon, il faut vraiment mettre le tube pour avoir une fausse route, mais quand même attention, c'est pas la peine d'en mettre, de tartiner toute la journée, de vider le tube. On peut en mettre un petit peu à l'extrémité du doigt et soulager un doigt propre, bien sûr. Soulager l'enfant en lui présentant le doigt et en massant avec le gel. On peut prendre une compresse avec de l'eau froide et puis masser aussi la gencive de l'eau froide parce que l'eau froide ça soulage aussi. On a les anneaux de dentition qu'on peut réfrigérer. Alors attention, réfrigérer, pas mettre au congélateur, hein, parce qu'au congélateur, on peut blesser le bébé. Vous imaginez quelque chose que vous sortez du congélateur, vous le placez sur votre lèvre, et ben pareil pour le bébé, hein, ça peut faire comme une sensation de brûlure. On a des petits instruments qu'on trouve aussi en pharmacie, parapharmacie, qui sont des instruments qu'on trouve normalement couplés avec des premières brosses à dents. Comme vous expliquez, ça ressemble à des petits bâtonnets avec au bout une sorte de mur, on va dire en silicone. Donc ça, vous pouvez présenter aussi au bébé pour qu'il puisse s'amuser à mordiller, à mastiquer ça. Attention, tout ce qu'on va présenter au bébé, il faut toujours vérifier l'intégrité de l'instrument, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui s'arrachent ou que l'instrument ne soit pas abîmé, parce que le principal risque, c'est l'inhalation. Voilà, bon, oui, on peut présenter des choses au bébé pour qu'il puisse mordiller. Attention peut-être aussi aux petits biscuits qu'on voit dans le commerce. Déjà bien voir par rapport à l'âge, est-ce qu'on en est à la diversification alimentaire. Le biscuit, c'est quand même quelque chose qui est sucré. Et puis faire attention qu'on soit bien à l'âge où l'enfant puisse déglutir et avaler des petits morceaux, donc pas avant 1 an. D'accord. Voilà, j'ai répondu à la question. D'accord, merci. Et alors, autre petite question, je rebondis sur ce gel-là, anesthésiant. Pendant combien de temps? Enfin, je me doute que c'est pas toute la journée hein, qu'il est anesthésié, le petit, là, mais, mais Non, plus ou moins. Non, c'est très rapide, hein, c'est sur une demi-heure, tu as une petite sensation tu peux l'essayer toi-même sur ta gencive, hein, tu verras que tu as une petite sensation que ça fourmille un peu. Il y a pas de toxicité, donc bien sûr que tu peux l'utiliser toi-même sur ta gencive pour essayer, mais c'est sur quelques minutes. D'accord. Pour soulager par rapport aux douleurs de poussée, on peut utiliser aussi l'homéopathie. On trouve dans les supermarchés, enfin dans les pharmacies, parapharmacies, pardon, soit des petites pipettes, des liquides de camellia, voilà, qu'on peut donner à l'enfant qui soulage, ou alors on a aussi les granules d'homéopathie, hein, donc, qui peuvent soulager au niveau des poussées dentaires. Et ensuite, bien sûr, le Doliprane si vraiment on a l'impression qu'il y a une douleur forte. Attention aussi par rapport à ce qu'on dit sur les poussées dentaires, que ça occasionne des grosses fièvres, des joues rouges, des fesses rouges, des diarrhées.
il faut pas que ces symptômes soient au-delà de 24-48 heures, hein. Sinon, il faut aller consulter. On attribue au poussé dentaire plein de symptômes comme ça, mais il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas autre chose derrière. Effectivement, ça peut occasionner une petite fièvre, ça peut occasionner. On est dans l'inflammatoire, hein, dans l'inflammation, donc on peut avoir d'autres signes, mais il faut aussi se dire qu'il peut y avoir autre chose que les poussées dentaires. Ok, super. On va entamer le deuxième thème, le rapport entre la tétine et l'allaitement. Alors, rapport tétine-allaitement. Bon, déjà, on fait pas forcément le choix par rapport à la croissance osseuse, on fait un choix personnel, et puis on voit aussi si c'est possible au niveau de l'allaitement ou pas. Mais le mieux, ça reste quand même l'allaitement. L'allaitement, parce qu'en fait, on va avoir la mâchoire qui va être propulsée de manière naturelle pour aller vraiment téter et faire en sorte de récolter le lait. Alors qu'avec une tétine sur un biberon, ça va être plus être pincé pour pouvoir aller récolter le lait, en fait, hein. On a une aspiration, mais on a aussi le fait de pincer. Donc le mieux pour le développement de la mâchoire, c'est l'allaitement. Après, une tétine sur un biberon, ça sera très bien aussi. Les différentes tétines qui sont vendues dans le commerce, on voit souvent recommandées par les orthodontistes ou qui se rapprochent le plus de la forme du mamelon. Bon, après, je pense que c'est plutôt ce que le bébé accepte ou pas de prendre, puisqu'on verra. Enfin, moi, pour l'avoir testé avec mes enfants, en fonction de la forme de la tétine, l'enfant il prend ou il prend pas, hein, ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Après, toutes les formes de tétine se valent en termes de développement et de croissance de la mâchoire. Pas de formes particulières qui vont favoriser la croissance ou qui voilà. Ok, alors les mamans, une question? Moi, j'ai une question, oui. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport par rapport au niveau des caries si on utilise la tétine ou l'allaitement maternel? Est-ce qu'il y a un de deux qui donne plus de caries? Non. Alors l'allaitement, c'est sûr qu'on va faire passer des éléments du système immunitaire de la maman au bébé, donc c'est toujours mieux avec l'allaitement. Par contre, le rapport à la carie, non. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'on laisse rarement le sein de la maman tout le temps dans la bouche du bébé, mais par contre, il arrive qu'il y ait des mamans qui laissent le biberon un petit peu à portée tout le temps. Et ça, il faut faire attention parce que c'est vrai que ce qui est à l'intérieur, ça peut être le lait maternisé est un petit peu sucré. Bon, on peut pas dire que ce soit des sucres en tant que tel, mais en tout cas, il faut pas que ça soit tout le temps dans le milieu buccal, hein. Attention aussi aux parents qui donnent des boissons sucrées pour calmer l'enfant, je sais pas, des laits chocolatés ou qui rajoutent du sucre ou du miel dans les biberons, parce que on va faire diminuer le pH dans la bouche et on va favoriser justement un milieu qui pourra favoriser la carie, quoi, hein. Tant qu'il n'y a pas de dents, alors c'est sûr qu'on va pas y avoir de carie, hein, quand il n'y a pas de dents, mais quand les dents vont sortir, elles vont sortir dans un milieu qui sera déjà avec un pH diminué et dans lequel on va favoriser l'apparition des caries. J'en profite pour parler du miel parce que du coup, attention au miel. Il y a une pratique aussi qui consiste chez certaines personnes à tremper par exemple la tétine. Alors pas la tétine du biberon, hein, la tétine qu'on tète pour apaiser l'enfant. Dans quelque chose de sucré pour apaiser l'enfant. Bon, déjà, c'est pas hyper bon quand il y a des dents puisque on va être dans un milieu, comme je disais tout à l'heure, avec un pH qui est diminué et qui va favoriser l'apparition des caries. Mais surtout le miel, pas avant 1 an, hein. Le miel, pour les enfants qui n'ont pas encore 1 an, il y a un risque avec la toxine botulique, du botulisme infantile. C'est un risque qui existe. Parce qu'en fait, avant 1 an, le bébé n'a pas les bactéries digestives pour pouvoir lutter contre les spores de cette toxine botulique. Et le risque, c'est la paralysie. Donc j'en parle parce que j'ai déjà vu faire des mamans tremper des tétines dans du miel en disant ah ben on m'a appris ça, c'est un remède de grand-mère, comme c'est sucré, ça va apaiser l'enfant. Mais attention, voilà, le miel pas avant 1 an chez les bébés, hein. Merci beaucoup. Ok, parfait. D'autres questions? Oui, est-ce qu'on peut revenir sur le miel? Effectivement, moi, je m'étais renseignée avant. Oui. J'ai ma maman qui me disait, pour X raisons, des fois, de lui donner du miel. Et moi, je m'étais renseignée sur le fait qu'il ne fallait pas avant 1 an. Mais Oui. est-ce que c'est une prise, est-ce que quand vous dites ne pas donner avant 1 an, est-ce que c'est une prise? Il faut ne pas donner pas du tout? Ou est-ce que une fois, je sais pas moi, tous les 3 mois, donner un petit peu pour des vertus? Parce que faut pas oublier que le miel a quand même des vertus, enfin, d'après ce qu'on nous dit. Oui.
Donc, par Alors, exemple, en fait, je cite pour des maladies, je sais pas, on nous dit quand on a la gorge un peu irritée, donc pourquoi pas du miel, alors, etc. je ne nie pas les vertus du miel, mais par contre, pas avant 1 an, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, D'accord, on peut pas être sûr de la présence de cette toxine. C'est des spores, d'accord. hein, les spores de la toxine. Donc, si on tombe sur un pot de miel où il y a cette toxine, nous, en tant qu'adultes ou les enfants après 1 an, on est armés pour lutter contre les spores de cette toxine. Mais D'accord, avant 1 an, non, il faut pas prendre le risque. d'accord, très bien. Merci. Ok, super. D'autres questions? Non? Ok. On passe au troisième thème, le brossage des dents. Alors, brossage des dents, dentifrice, ça y est, apparition des premières dents. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, même avant l'apparition des premières dents, on peut, avec une compresse, avec son doigt propre, une compresse de l'eau froide, on peut frotter un petit peu les gencives de bébé, hein, après qu'il ait mangé, après qu'il ait mangé ses purées. Ça l'habitue à avoir quelque chose dans la bouche. Et puis, voilà. Une fois qu'on a les premières dents, on a des brosses à dents pour les bébés avec une petite tête. Donc ça, c'est important, vraiment la petite tête adaptée à la bouche de bébé. On va pas prendre des brosses à dents adultes, hein. On n'est pas obligé de mettre du dentifrice. C'est même pas recommandé avant l'âge de 2 ans parce que le bébé va avoir tendance à avaler. Et dans les dentifrices, on a du fluor, on a des produits, c'est pas la peine que le bébé avale du dentifrice. Donc avant 2 ans, brosse à dents sèche ou brosse à dents mouillée. Ce qui est important, c'est justement d'habituer l'enfant à avoir quelque chose dans la bouche. Donc on le laisse jouer avec aussi, hein, c'est normal, hein, il va avoir tendance à vouloir mordiller, ça le soulage aussi par rapport aux dents qui sont en train d'arriver. Et puis après, nous, on prend le relais et on va frotter plus sérieusement sur les dents. Donc jusqu'à l'âge de 2 ans, pas de dentifrice. De 2 à 6 ans, on a des dentifrices avec une concentration au fluor qui est adaptée. Hein, ne pas prendre des dentifrices pour adultes, encore une fois, parce que l'enfant il va toujours en avaler un petit peu. À partir de 2 ans, normalement, l'enfant c'est mieux cracher. Donc c'est pour ça qu'avec les dentifrices avec du fluor, après le brossage, on fait se rincer l'enfant, on le fait cracher. Et puis après, dentifrice 6-12 ans, pareil, adapté aux concentrations en fluor à l'âge. Voilà. Le nombre de brossages par jour, je dirais de 2 à 6 ans, c'est bien de faire minimum 1 fois par jour. Si c'est 2 fois, c'est bien. Plus l'enfant s'habitue tôt à prendre de bonnes habitudes de brossage le matin, après avoir fait le petit déjeuner, le soir avant de se coucher, mieux c'est. Hein. Alors, Ok. jusqu'à 8 ans, par contre, on le laisse faire une première partie seul. Et on dit que tant que l'enfant n'a pas la dextérité manuelle pour écrire attaché ou faire lui-même ses lacets, donc on détermine ça à peu près à l'âge de 8 ans, c'est toujours bien de vérifier, de repasser derrière. On laisse pas l'enfant se brosser les dents seul et puis on dit ça y est, c'est fait, c'est bien fait. C'est normal qu'il veuille le faire tout seul et puis ça fait partie de son autonomisation, mais c'est bien de repasser derrière. Alors la méthode de brossage, c'est pareil, on n'a pas la même méthode de brossage en étant adulte qu'en étant enfant. Pour les enfants, la brosse à dents avec une petite tête, la dent de lait est toute petite, donc on va mettre la brosse à dents à cheval sur les dents. Moi, j'explique à mes enfants comme un train sur son rail. Hein. Donc on va compter symboliquement jusqu'à 10, par exemple en bas à gauche, en bas à droite jusqu'à 10, pareil, on se met à cheval sur les dents. La taille de la brosse à dents fait que ça englobe toute la dent. On n'est pas obligé de faire comme pour les adultes, un mouvement de rouleau sur toutes les faces de la dent. Et ensuite, on fait en haut, pareil, à droite, à gauche. Et ensuite, on peut faire serrer les dents, faire un I et faire des rouleaux sur les dents de devant et on continue sur les côtés. Voilà. Donc ça, c'est la méthode de brossage pour les plus petits. Ok. Il se vend dans le commerce aussi des dentifrices, soi-disant ils peuvent être avalés. T'en penses quoi de ça? Alors qu'ils peuvent être avalés sur quels critères? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fluor ou il n'y a pas de... C'est Ouais. jusqu'à quel âge? J'ai pas vu ce... C'était écrit de genre de 0 à 6 ans, tu vois, et c'était écrit peut-être avalé. Après, Voilà. C'est sûr qu'on va pas vendre des choses toxiques dans le commerce qu'on va mettre dans la bouche des enfants. Donc, mais par contre, pour moi, aucun intérêt de mettre du dentifrice avant l'âge de 2 ans. d'accord. Voilà, la brosse à dents seule, la brosse à dents mouillée si on veut, très bien. Et à partir de 2 ans, de toute façon, ils savent cracher. Donc, alors c'est vrai que je suis pas trop pour les dentifrices goût fraise, parce qu'on habitue aussi au goût sucré. Et puis justement, l'enfant, il va trouver ça bon. J'ai déjà vu des enfants mettre le dentifrice sur la brosse à dents et puis après se mettre le dentifrice dans la bouche et presque manger le dentifrice. Donc, il y a des dentifrices surtout en pharmacie, parapharmacie, qui n'ont pas ce goût fraise. Alors, pas non plus le goût mentholé des dentifrices adultes, hein, puisque les enfants n'aiment pas du tout ce goût qui est très fort. Mais on a des goûts qui sont un peu plus neutres.
D'accord, Voilà, ok. pas des choses. Et alors, qu'est-ce que tu penses aussi de l'huile de coco? Quand on veut faire son dentifrice soi-même, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une base d'huile de coco et par exemple de bicarbonate. Mhm. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'huile de coco, par exemple, en tant que dentifrice pour bébé? J'allais te poser la question. Alors, bicarbonate, huile de coco, j'avoue que je me suis jamais penchée sur la question pour les enfants. Mais c'est une bonne question, ouais. Peut-être que je pourrais poser la question à un pédiatre, par exemple, et puis relayer l'information après sur un article ou en complément du podcast qui sera fait là aujourd'hui. Mais l'utilisation d'huile de coco, bicarbonate en mélange et en dentifrice pour Ou bébé. juste l'huile de coco, tu vois? Ouais. Bon, l'huile de coco, il y a pas de toxicité pour l'enfant, hein. On n'est pas, surtout pas d'huile essentielle, ça on le sait, hein. Mhm. Mais l'huile de coco en tant que telle n'a pas de toxicité pour l'enfant, hein. Ok. Alors, les filles, est-ce que vous avez des questions? Oui, je voulais juste reprendre le dernier point. Vous avez dit pas d'huile essentielle. Oui, Pas pour les bébés certainement, mais pour les enfants, je pense enfin, il me semble qu'à partir d'un certain âge, on pouvait en oui, mettre. voilà, c'est surtout pour bébé, hein. Je crois qu'en dessous de Oui, 2 ans, l'huile essentielle, non, c'est pas j'avais même recommandé, hein. entendu 3 ans même. D'accord. Pardon? J'avais même entendu, il me semble, 3 ans pour Oui. certains cas. Alors, voilà, toute précaution prise pour les enfants, surtout quand ils savent pas cracher. Ouais, d'accord. Voilà. Ça peut Et être pour assez les... irritant pour les muqueuses, D'accord. c'est pas bon de l'avaler. En plus, faut faire très attention au dosage. Quand c'est des Oui. dentifrices qu'on fait soi-même, quelquefois on croit qu'on a mis une goutte et puis peut-être on en a mis deux. Voilà. Attention, c'est irritant. Pour l'hygiène dentaire, on avait parlé de l'huile essentielle de titri et de clou de girofle. Voilà. Alors Pas pour titri, les ça va bébés, être bien sûr, plus. encore une fois. Non, titri, ça va être plus anti-infectieux. Voilà. Et clou de girofle, c'est plus anti-inflammatoire. D'accord. Voilà. Merci. Plus de questions? Et une dernière question que je me posais, à partir de quel âge on doit amener son enfant chez le dentiste? Alors, ça peut être en France, la sécurité sociale, elle envoie normalement des papiers pour faire des bilans bucco-dentaires. Et ça, c'est à partir de 3 ans. C'est 3, 6, 9, 12, 15, voilà, à chaque fois pour faire les bilans. Par contre, au plus tôt on l'emmène, au plus tôt il s'habitue, hein, à l'environnement. Donc, c'est sûr que s'il n'a pas de dents, il y a peu d'intérêt. Mais même quand on est au début de l'apparition des dents de lait, c'est pas inintéressant de l'emmener, de le faire s'asseoir sur le fauteuil. En général, le dentiste lui explique, on fait monter, descendre le fauteuil, on l'habitue à avoir la lumière sur la bouche, à ouvrir la bouche, à regarder. On lui fait écouter les petits bruits qui existent dans le cabinet dentaire, la petite soufflette d'air dans la bouche, pourquoi pas la petite aspiration. Voilà, rendre ça un peu ludique, dédramatiser la visite chez le dentiste. Parce que bien souvent, inconsciemment, sans le faire exprès, il y a des parents qui transmettent un peu leur angoisse quand ils sont angoissés de la visite chez le dentiste. Et Je c'est bien comprends que pas pourquoi tu dis ça. On adore la roulette. aimez-nous. C'est bien, voilà, qu'ils puissent voir que on n'emmène pas l'enfant que quand on pense qu'il y a un problème. Parce que si on emmène l'enfant en se disant tiens il a une carie et que le premier contact avec le dentiste c'est tout de suite un soin, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à gérer par la suite. Parce que c'est la sphère orofaciale, c'est particulier, que ça soit chez l'enfant ou que ça soit chez l'adulte, on a tous une petite appréhension. Et voilà, c'est peut-être bien de venir faire une visite de courtoisie pour dire bonjour le dentiste. Découverte. Voilà, Au lieu d'aller au de musée découverte, des parce que sciences c'est vrai que naturelles, voilà, on va. c'est un environnement particulier, le fauteuil dentaire qui bouge, la lumière sur la tête qu'on peut avoir un petit peu dans les yeux, les bruits, le bruit de l'aspiration, le bruit des instruments. Donc c'est bien s'il peut découvrir ça en toute sérénité sans qu'il y ait besoin de faire de soins. Alors après, ça dépend des dentistes. Il y a des dentistes qui vont dire oh non, non, pas la peine, tant qu'il n'y a pas de dents définitives, c'est pas la peine. Mais c'est bien d'avoir une première visite. Voilà, et ça va être très rapide, mais ça sera pas mal pour l'enfant de voir ce que c'est qu'un cabinet dentaire et de voir aussi l'uniforme du dentiste, le masque, ça peut impressionner tout ça. Donc au plus tôt on y est confronté, au mieux c'est. Ok, super. Des questions? Oui, j'en ai une autre. Vous aviez parlé tout à l'heure du fait que quand un enfant était allaité, du coup la mâchoire s'avançait naturellement, il me semble. Voilà. Pour le mouvement de succion, oui. Oui. Est-ce que ça veut dire que quand vous recevez un enfant, enfin, qui est 2 ans, 3 ans ou peut-être plus, est-ce que vous, en tant que dentiste, vous êtes capable de voir qu'un enfant a été allaité ou qu'il a Non, Non, d'accord. non, 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 ça pas du tout.
Alors, ce qu'on peut voir, par contre, c'est si l'enfant a eu une tétine ou s'il a sucé son pouce. Ça, on le voit parce qu'il existe des déformations au niveau de la mâchoire. Mais la tétine biberon ou l'allaitement, ça, non, il n'y a pas de distinguo. C'est-à-dire que nous, cliniquement, quand on reçoit un enfant sur le fauteuil, on pourra pas dire celui-ci il a été allaité ou celui-ci il a plutôt pris le biberon. Non. D'accord. Le fait le mouvement qui est fait, le mouvement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de propulser la mâchoire en avant et d'avoir ce mouvement de succion, ça on sait qu'il est différent en fonction de tétine biberon ou du sein de la maman. Mais concrètement après, quand l'enfant a 2-3 ans qu'on le reçoit sur le fauteuil, on peut pas dire si cliniquement comme ça. Hein. Après, il faut faire des études, emmener les enfants regarder le développement de leur musculature et leur développement osseux en faisant 2 groupes bien distincts, allaitement et tétine biberon. Mais nous, comme ça, au fauteuil, on peut pas dire si l'enfant a été allaité ou a tété un biberon. Hein. D'accord. Ok. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question, oui. Par rapport à l'allaitement et la tétine, donc si avec l'allaitement, on permet la mâchoire avancée, est-ce qu'il y a moins de risques d'avoir un appareil dentaire ou il n'y a rien à voir? Non, rien à voir. Rien à voir. Là, en fait, avec l'allaitement au sein, on favorise un certain mouvement. Mais ça voudra pas dire qu'on n'aura pas besoin de, comme je disais tout à l'heure, la forme des dents, la largeur des dents qui vont sortir par la suite, c'est guidé par la génétique des parents du papa et de la maman. Donc au niveau de la croissance osseuse, ça a son importance aussi. Mais c'est pas l'allaitement ou la tétine qui feront que on aura besoin ou pas d'orthodontie par la suite. Par contre, je reviens encore sur le pouce et sur la tétine qu'on tète, pas la tétine du biberon. Là, par contre, ça peut avoir une incidence. Est-ce qu'il y a des moyens d'arrêter plus facilement la tétine? Moi, je n'ai pas encore les bébés, mais il paraît que c'est pas trop facile d'arrêter la tétine, non plus les biberons, non plus le pouce. Donc, est-ce qu'il y a des techniques spéciales à faire? La tétine du biberon, petit à petit, ça se fait quand même assez naturellement parce que l'enfant, il est en recherche d'autonomie, il a envie de grandir et nous, en tant que parents, quand on diversifie au niveau de l'alimentation, au bout d'un moment, la tétine du biberon, elle disparaît d'elle-même. Tétine, pouce, alors, le grand débat. Favorable plus à la tétine, pourquoi? Parce que la tétine, c'est un objet que après on pourra retirer. On parlait des formes de tétine de biberon tout à l'heure. La forme des tétines qu'on tète comme ça pour l'apaisement, c'est quand même moins gros qu'un pouce qu'on va mettre dans la bouche. Le pouce, l'enfant va avoir tendance à le caler sur le palais. Donc, on va avoir déjà un problème d'enfoncement au niveau du palais. On aura un palais qui sera beaucoup plus voûté et on va avoir une déformation des dents de devant qui vont être beaucoup plus en avant quand on va intercaler le pouce. C'est à mon sens plus difficile d'arrêter le pouce parce que le pouce, on l'a toujours sur soi. Parce que le pouce, on peut pas contrôler si l'enfant il le met dans la bouche dans la nuit. Alors qu'une tétine, quand on n'a plus de tétine, quand on décide comme on dit, de donner la tétine au Père Noël ou de s'en débarrasser, et ben après il y a plus de tétine, quoi. C'est plus facile d'arrêter la tétine que le pouce quand même. Merci. Après, il y a des parents qui font le choix de ne pas prendre de tétine parce qu'ils veulent pas de corps étranger, on va dire. Il y a aussi les tétines silicone, caoutchouc. Il y a des parents qui veulent pas mettre de caoutchouc dans la bouche de leurs enfants, mais le risque, parce qu'il y a quand même besoin de succion, effectivement, pour l'enfant. Le risque, c'est que après l'enfant prenne le pouce et qu'il veuille plus le lâcher, quoi. Donc attention au pouce. D'accord. Et alors moi, petite question aussi, c'est quand le meilleur moyen d'arrêter la tétine? Grand débat. C'est quand, c'est ça? Ouais, c'est quand? Quand est-ce qu'on se dit, bon, là, il est dans l'âge... Bon, je pense qu'il y a un côté émotionnel, déjà, c'est sûr. Et de pas imposer, moi je suis pas trop dans le fait d'imposer là, de dire bon c'est bon, moi j'ai décidé en tant que parent que il devrait arrêter la tétine parce que ça peut se passer assez mal. Donc pour toi, voilà, faut vraiment être à l'écoute peut-être du bébé ou pas du tout. C'est sûr qu'il faut sentir les besoins de son enfant. On le sent quand vraiment c'est un besoin d'apaisement.
Par contre, c'est bien de faire très progressivement. C'est-à-dire que au départ, peut-être limiter vraiment au temps où il est dans le lit, la nuit plus les siestes. Après, petit à petit, on va supprimer les siestes. Et puis, pour valoriser l'enfant, on peut aussi lui dire, bah tiens, tu grandis. Par exemple, ça peut être pas mal, d'essayer d'arrêter progressivement avant l'entrée à l'école. Avant les 3 ans, par exemple. On dit bah tu deviens grand, on va supprimer la tétine parce qu'en plus dans les écoles en général on n'accepte pas forcément les enfants avec la tétine. Peut-être en première année de maternelle au moment de la sieste et encore. Mais voilà, être très progressif, pas être brutal bien sûr, pas du jour au lendemain dire bon ça y est la tétine c'est fini. Essayer de ressentir un petit peu les besoins de l'enfant et puis petit à petit basculer vers des temps précis quoi. Que dans le lit, on la laisse dans le lit, elle sort pas du lit par exemple, que pendant la sieste et la nuit, après que pendant la nuit. Et puis éviter aussi les enfants qui l'ont toute la journée dans la bouche. Quand ils commencent à parler, leur dire bah tu vois là, je comprends pas ce que tu dis, c'est mieux si t'as pas la tétine dans la bouche. Voilà, essayer de valoriser l'enfant en lui faisant comprendre que c'est pour grandir, que c'est pour mieux s'exprimer, que c'est pour avoir les dents mieux positionnées pour pouvoir mieux mastiquer, pour mieux sourire. Enfin voilà, essayer de lui donner aussi un peu les arguments, l'impliquer un peu aussi dans ce choix-là, comme tu disais tout à l'heure. Pas toi en tant que parent décider, tiens c'est le moment, j'ai décidé que demain il allait arrêter. Mais petit à petit le valoriser, essayer de lui faire comprendre aussi pourquoi c'est mieux, quoi, voilà, d'arrêter petit à petit la succion. Ok, super. Les filles, des questions? Oui, s'il vous plaît. Je voulais reprendre ce que vous avez dit par rapport au pouce et à la tétine. Oui. En fait, et par rapport à la position que cela impliquait sur le palais. Oui. Est-ce que du coup, parce que j'avais déjà lu des choses là-dessus, et est-ce que ça implique des choses par la suite sur le long terme? Ou est-ce qu'une fois qu'on enlève la tétine ou le pouce en question, ça tend à s'effacer ou à redevenir naturel, ce que ça devrait être naturellement? Oui. Alors pour le pouce, c'est impératif d'arrêter avant 6 ans. Parce que au niveau de la croissance des mâchoires, effectivement, on aura une petite dépression qui va être formée par le positionnement du pouce au niveau du palais. Effectivement, on va avoir les incisives qui vont être un petit peu plus vers l'avant. Mais au plus tôt on arrête, au plus tôt justement les structures osseuses vont pouvoir se remettre en place. Se remettre en place par la croissance naturelle et aussi par le jeu des muscles, comme j'expliquais tout à l'heure, les muscles des lèvres, les muscles de la langue, la fonction de respiration, la fonction de déglutition. Tout ça, ça va agir sur la croissance osseuse et sur le positionnement de l'os. Mais si on garde le pouce tardivement, déjà naturellement les mâchoires elles vont se caler pour pouvoir laisser l'espace pour le pouce. Et puis on a tendance justement à le caler, à appuyer en force sur le palais. Et quand on applique une force, qu'elle soit douce ou qu'elle soit forte, sur un endroit sur l'os, si on le fait tous les jours, au bout d'un moment, l'os il va dans la direction qu'on lui donne. Donc là, par rapport au pouce, c'est impératif d'arrêter avant 6 ans. Parce qu'après, même si on va faire des traitements d'orthodontie, même si on peut, dans des cas extrêmes, faire de la chirurgie osseuse, on n'est plus dans le positionnement naturel ou la croissance naturelle au niveau des os, quoi. On va être obligé d'intervenir et malgré l'intervention, des fois, on aura créé un décalage entre les bases osseuses, entre la base du haut et la base du bas. Si on a tendance à intercaler, mais que ça soit le pouce ou autre chose d'ailleurs, parce qu'il y a des enfants qui tètent aussi des morceaux de tissu ou qui tètent des doudous. Dès qu'on va interposer quelque chose de manière régulière entre les arcades dentaires, les arcades dentaires elles vont s'adapter. Donc elles vont se positionner pour laisser la place à cet objet qu'on va interposer entre les dents. Donc oui, on peut créer des lésions, des décalages au niveau de l'os qu'on pourra rattraper d'une certaine manière avec des traitements d'orthodontie, mais qu'on ne pourra pas rattraper à 100% une fois qu'on aura dépassé un certain âge. D'accord, merci. Autre petite question? Non? On passe au prochain thème, et dernier thème d'ailleurs. Comment solliciter les dents lors de la mastication quand la diversification alimentaire commence? Voilà. Alors, c'est bien de proposer des choses avec des consistances d'abord plutôt molles et ensuite dures. Alors, pareil que tout à l'heure, on sent bien aussi où en est l'enfant. On se fie pas à des tableaux tout faits sur Internet où on va nous dire à partir d'1 an, il faut faire ça, à partir d'1 an et demi, il faut faire ça. On voit où en est l'enfant. On aura commencé bien sûr par des purées au départ.
Et puis petit à petit, les purées sont de moins en moins lisses. On va rajouter de plus en plus, on va laisser de plus en plus de morceaux, bien sûr des morceaux bien cuits, des morceaux fondants. Attention au risque d'étouffement, bien sûr, tout ça on le sait. Mais petit à petit, c'est bien d'augmenter la consistance et d'augmenter la taille des morceaux. Ça, on le sait. Mais ne pas avoir peur, à partir du moment où c'est l'âge, de donner des morceaux de biscottes bien durs ou des morceaux de pommes ou des morceaux de carottes. Parce que j'ai déjà entendu des mamans qui n'osaient pas donner des morceaux de carottes ou des morceaux de légumes crus par peur que les dents de lait se cassent. Non, une dent de lait, c'est pas si fragile, elles sont faites pour mastiquer. Donc c'est bien de solliciter les dents, c'est bien de mastiquer. La mastication, c'est bon pour tout, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour le renforcement des tissus autour de la dent. Ça fait un nettoyage physiologique aussi. À force de manger des choses trop molles ou des choses qui sont pas dures, en fait, il n'y a pas de frottement des aliments qui se fait sur les dents. Et donc, on a des débris alimentaires et de la plaque dentaire qui vont stagner. Donc, c'est bien aussi de mastiquer des choses qui sont dures parce que ça frotte sur les tissus qui sont autour des dents. Donc, ça favorise la circulation et ça frotte aussi sur la dent. Ça fait un nettoyage, entre guillemets, physiologique. D'accord, ok. Des questions, les filles? Non? Bah dis donc. Ok, écoutez, on va terminer là ce webinaire. J'espère que vous avez bien aimé et que Shabana a répondu à toutes vos questions. Donc là, c'est la dernière fois que je répète. Avez-vous des questions? Voilà, dernière question. Ok, parfait, nickel. Bon, écoutez, un grand merci. Grand merci à Shabana pour son temps et pour nous aider sur sur nos doutes. Et puis, si on a des mamans qui veulent participer à nos prochains webinaires, surtout, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Junéo Bébé, ou sur Facebook, tout simplement. Merci à toutes. Merci à vous, ouais. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!